BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'interview éco. Comment se porte le secteur bancaire européen après la crise? Comme d'habitude, il sous-performe par rapport à ses concurrents américains et asiatiques. État des lieux ce matin avec Jean Werner de Tserclès. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vous êtes associé du Boston Consulting Group, co-auteur d'un rapport pour l'Institut Montaigne qui paraît ce jour. Rapport sur l'avenir du secteur bancaire européen. Alors, quand on se questionne comme ça, Jean Werner de Tserclès, quand on se pose des questions sur l'avenir, c'est qu'on est inquiet, non? On était en tout cas inquiet en 2008. Il y a presque 15 ans, on avait peur que le système financier s'écroule. Cette situation aujourd'hui, on en est très très loin. Jamais nos banques en Europe n'ont été aussi solides. Elles ont augmenté leurs fonds propres de plus de 65% pour arriver à 3 000 milliards. Qu'est-ce que c'est les fonds propres? Rappel pour les profanes, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors les fonds propres, c'est la masse de capitaux. La masse de capitaux, oui, qui est pour les banques, qui leur permet ensuite de fournir des crédits avec un certain effet de levier et du coup de financer les particuliers, les entreprises, l'économie dans son ensemble. Donc sur ce point-là, ça va. On peut même dire que les banques sont plus solides qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans. En revanche, elles ont ce problème, et c'est spécifique aux banques européennes, de rentabilité. Il y a un indicateur qu'on regarde qui s'appelle le ROE, Return on Equity, c'est-à-dire le niveau de rentabilité des banques. Il est 2 fois moindre en Europe en moyenne qu'il ne l'est par exemple aux États-Unis, Jean Werner de Tserclès. Oui, effectivement, et c'est ce paradoxe entre des banques beaucoup plus solides, avec beaucoup plus de liquidités et des valorisations et une rentabilité beaucoup plus faible, ce retour sur capitaux propres, le ROE comme vous le mentionnez, que l'on a voulu regarder. On a voulu regarder sur longues périodes et on voit que depuis 2008, il y a 3 à 4 points de différence de rentabilité entre nos banques en Europe et les banques américaines. C'est 4-5% en Europe à peu près. 4-5%. Et 8-10 aux États-Unis. C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Et ça se traduit dans la valorisation. Et la question ensuite, c'est pourquoi. Et il y a 3 facteurs principaux. Il y a déjà un facteur de différence de croissance économique. La croissance économique, quand on la compare entre les États-Unis et l'Europe, elle était presque 2 fois supérieure aux États-Unis chaque année depuis 2008. Donc ça, évidemment, ça pousse. Donc là, on paye les erreurs de gestion de crise à l'époque, de sortie de crise avec un retour trop rapide à l'austérité en Europe. Erreur qu'on ne commet pas aujourd'hui. Exactement, avec notamment les banques qui ont joué un rôle majeur dans la crise sanitaire et qui ont joué à plein leur rôle de financement de l'économie. Donc ça, c'est une première raison qui explique ces différences. Une deuxième, c'est vraiment aussi des exigences réglementaires cumulées, et ça c'est spécifique à l'Europe, à des taux d'intérêt négatifs qui rendent beaucoup plus difficile de rentabiliser leur activité. Concrètement, aujourd'hui, l'argent de vos auditeurs qu'ils laissent sur leur compte en banque, ça coûte de l'argent tous les soirs aux banques commerciales. Tous les soirs. Et enfin, et ça c'est pour le coup, c'est une raison qui n'est pas spécifique à l'industrie bancaire, mais c'est l'arrivée de nouveaux acteurs, des acteurs technologiques en parallèle. On parle beaucoup dans l'industrie automobile des rapports de valorisation. Mais là c'est pareil. On a des banques qui valent moins que leurs fonds propres, c'est-à-dire que les marchés les valorisent moins que l'argent qu'elles ont de façon sécurisée sur leur bilan. Quand on a à l'inverse des acteurs technologiques comme Stripe, Adyen ou Revolut qui valent respectivement 90, 70 ou 30 milliards de dollars. Quand Société Générale n'en vaut que 24. Voilà, ça donne une idée, un ordre des choses. Alors, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous décrire un peu ce qu'est ce secteur bancaire européen qu'on aborde comme si c'était une entité homogène et fonctionnant sous les mêmes règles? Ça n'est absolument pas le cas. On voit que le paysage bancaire français, par exemple, avec des grandes banques universelles très puissantes, qui sont parmi les plus puissantes d'Europe, eh bien, en face d'elles, en Allemagne, elles ont un paysage de petits bonsaïs bancaires, de banques régionales. C'est très différent, en fait. Et c'est aussi ça, l'un des problèmes du secteur bancaire européen, son manque d'homogénéité, son manque de règles communes. Alors effectivement, on a commencé avec l'Institut Montaigne à regarder de quoi était composé ce secteur bancaire, et il y a plus de 6000 établissements de crédit dans toute l'Europe, donc 4500 en zone euro. C'est trop. Et on va y revenir dans un instant. Et il y en a plus de 100 qui sont supervisés directement par la BCE et qui représentent 80% des actifs. Les fameuses too big to fail, comme on a l'habitude de dire. Exactement. C'est encore un sous-groupe de ces 115, mais effectivement, c'est celle-ci. Est-ce que c'est trop? Vous soulevez un point important de la consolidation. Si on repart par rapport aux États-Unis, si on recompare, il y a une grande différence, c'est le niveau de consolidation. Aux États-Unis,
les 3 banques les plus importantes, c'est 35% des actifs. Quand en Europe, du fait de la fragmentation du marché, on est plutôt à 10-15%. Et ça, c'est un problème, parce que ça empêche de réaliser certaines économies d'échelle. Alors, il y a eu de la consolidation au niveau domestique, mais aujourd'hui, la réglementation, au moins telle qu'elle est appliquée, empêche ces consolidations transfrontalières. Et il y en avait beaucoup dans les années 2000, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et ça les empêche notamment à cause de restrictions sur la circulation du capital et des liquidités. Donc ça ferait partie de la solution. Et on argumente dans le rapport, effectivement, que ça aiderait pour l'efficacité du système et renforcer sur la souveraineté de l'Europe. Alors, vous formulez 14 propositions dans ce rapport et vous vous interrogez notamment sur le poids des contraintes réglementaires qui pèsent sur les banques, notamment ces fameux coussins de capitaux que les banques doivent provisionner. C'est la BCE qui les oblige en ce sens. Est-ce qu'il y a trop de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les banques européennes comparativement avec les banques américaines ou les banques asiatiques, Jean-Werner Notserclès? Alors, la réglementation n'est évidemment pas une mauvaise chose. Elle empêche les catastrophes type 2008, elle empêche les catastrophes, et c'est ce qui a permis aujourd'hui, je le répète, à nos banques européennes d'être beaucoup plus solides et avec beaucoup plus de liquidités qu'elles ne les avaient il y a presque 15 ans maintenant. Le sujet sur la réglementation, il est double. Le premier, c'est quand on compare par rapport aux banques américaines, la manière dont nos banques européennes développent leur activité est différente. Et elles ont des actifs, un bilan qui tourne beaucoup moins vite. Donc pour générer 1 euro de résultat, en proportion, elles vont avoir, en appliquant les mêmes règles réglementaires, besoin d'un bilan beaucoup plus grand et des fonds propres, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup plus importants. Et du coup, ça grève la rentabilité. Ça, c'est un premier sujet. Et la deuxième, c'est l'Europe n'est pas un seul pays. Et du coup, il y a la superposition des exigences réglementaires qui sont à la fois au niveau global et régional et au niveau local, qui empêche, qui pénalise nos banques par rapport aux autres. Alors il y a un sujet d'ailleurs qui est très technique, c'est on a une union monétaire en Europe, la zone euro. En revanche, il n'y a pas l'union bancaire. Alors c'est très technique comme sujet, mais en substance, qu'est-ce que ça apporterait d'avoir l'union bancaire, que toutes nos banques européennes obéissent aux mêmes règles et que ce soit piloté à un niveau transnational? Alors effectivement, c'est assez technique et il y a différentes choses qui ont déjà avancé. On devait avoir un régulateur commun, on l'a encore, mais il y a la superposition avec le superviseur et régulateur local qui ne facilite pas les choses. Il y avait un mécanisme de résolution, on l'a, il n'est pas utilisé. Et le troisième sujet, c'était un schéma qui serait fondamental pour garantir les dépôts à travers les différents pays européens. Et ça, pour le coup, on ne l'a pas encore. Merci Jean-Werner Notserclès. Je rappelle, vous êtes associé du Boston Consulting Group et donc co-auteur de ce rapport qui est consultable publiquement sur le site internet de l'Institut Montaigne si vous voulez creuser, entrer un petit peu dans les détails. Bonne journée à vous, merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.